Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre livraison de votre programme Technophile, émission dédiée aux sciences et à la technologie, aussi bien au Cameroun qu'au niveau du continent africain. L'espace est perçu depuis plusieurs décennies déjà comme un véritable outil de domination ou encore un véritable outil de souveraineté au niveau des différents États, notamment les grandes puissances. L'Afrique a été longtemps mis de côté, en tout cas, et restée à la traîne par rapport à des pays comme les États-Unis, la Russie ou encore la Chine. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Seulement, les pays africains perçoivent de plus en plus l'espace comme étant un outil de souveraineté qui pourrait les aider, bien évidemment, au niveau de l'économie, au niveau du combat, finalement, de la lutte contre le terrorisme ou encore, bien évidemment, de plusieurs questions qui seront abordées durant cette émission. Alors, aujourd'hui, du moins cette semaine dans Technophile, on s'intéresse à la place de l'Afrique finalement dans cette question qui est aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui le centre des débats, je le disais tout à l'heure, de souveraineté à l'échelle mondiale. Comment est-ce que l'Afrique se comporte en ce qui concerne la conquête spatiale notamment? Quel rôle joue le continent africain et le Cameroun aussi à ce niveau? On en parle cette semaine dans Technophile avec notre invité qu'on va découvrir dans un instant. Pour en parler justement, on peut parler de ces différents enjeux de la conquête spatiale pour ce qui est du continent africain. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau de Technophile une dame qui s'est démarquée en tout cas et qui est l'une des rares à s'intéresser à des domaines très souvent réservés aux hommes. Je le disais tout à l'heure, je parlais de la conquête spatiale aujourd'hui. Elle, c'est Madame Marie Makwate. Kouaté, voilà, j'espère que je vais bien prononcer votre nom, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Charles. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Merci, je vais très bien aussi. Je le disais tout à l'heure, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des femmes chercheuses, des femmes scientifiques. Je rappelle que vous êtes étudiante, doctorante et chercheuse notamment en géomatique, si je ne me trompe pas. Vous êtes une grande passionnée des sciences spatiales, que vous êtes un peu une touche à tout en tout cas, pour ce qui concerne toutes ces sciences-là. Déjà, d'où vous vient la passion, cette passion pour l'espace, pour les sciences spatiales? Merci monsieur Charles, merci de me donner cette opportunité de parler de ma passion. En fait, la passion du géospatial pour moi, c'est comme une femme c'est comme une jeune fille qui rencontre son fiancé en route. Ah, c'est à ce point. Je veux dire, j'ai un profil quand même assez atypique. Pour ceux qui me connaissent bien, à la base, j'ai fait un master en biologie. Et ensuite, j'ai fait un autre master en sciences de l'environnement. Donc, c'est après cela que j'ai découvert en fait le métier de la géomatique et je me suis lancée. Ça veut dire que ce n'est pas une passion que vous avez à la base, c'est-à-dire depuis le bas âge, du moins depuis le lycée? Au niveau supérieur. C'est pour ça que j'ai parlé d'une jeune fille qui rencontre son fiancé, parce qu'après, on sait qu'on va se marier finalement, mais on ne sait pas qui on va épouser. C'est durant le parcours que j'ai rencontré le métier. Et c'était à la base un challenge professionnel pour moi, parce que j'ai été affectée dans une institution où on ne faisait que ça, et j'étais obligée de m'y mettre. Donc à la base, c'était un challenge professionnel, et puis on s'est pas mal entendu. Jusqu'ici, l'expérience avec les sciences géospatiales, comment est-ce qu'elle se porte? Vous direz qu'elle est bonne? Elle est bonne, On est enthousiaste. Je ne sais pas s'il y a le superlatif de ça, mais je crois qu'elle est parfaite. Ah, c'est au-dessus. C'est un peu au-dessus de la moyenne, en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, je le disais, sur ce plateau de Technophile qui est consacré aux sciences et aux technologies notamment. Alors, première question véritablement pour ce qui concerne notre sujet. Quelle est la place qu'occupe l'Afrique dans la conquête spatiale à l'échelle mondiale? On sait qu'aujourd'hui, il y a les États-Unis et des puissants comme la Chine, Israël, notamment l'Union européenne, qui sont dans ce marché depuis des décennies. L'Afrique aujourd'hui, quel est son rôle là-dedans? Déjà, je vais faire une précision. Il y a les sciences spatiales et plus bas, il y a les sciences géospatiales. Géospatiale, la nuance est pour nos téléspectateurs. Le spatial, c'est l'espace en fait, si je vais expliquer de façon plus basique. Oui. Et lorsqu'on le ramène à la Terre, on parle du géospatial. Géospatial, d'accord. Ok. Pour revenir à votre question, la place de l'Afrique dans la conquête spatiale, je veux aussi essayer de recadrer parce que l'Afrique, pour moi, pour le moment, ne doit pas chercher forcément à avoir une place dans la conquête spatiale, mais l'Afrique doit se donner les moyens, s'approprier
des technologies pour pouvoir utiliser les données d'observation de la Terre pour se développer en fait. Là, c'est juste un recadrage. Mais déjà, pour revenir à votre question, en Afrique, plusieurs pays ont lancé des satellites. Vous avez appris peut-être l'Afrique du Sud, le Rwanda, les pays du l'Égypte, Maghreb, ou l'Angola récemment, oui. Oui, ils ont lancé des satellites. Pour la plupart, je crois presque tous, le satellite n'est pas lancé en Afrique. Vous allez apprendre l'Afrique du Sud qui a lancé un satellite en Chine. Oui, c'est ça en fait. Mais quand même, l'Afrique a fait des progrès. Et déjà en Afrique, il y a une agence spatiale africaine qui a été créée récemment, je crois en 2022, non en 2023. Avec la collaboration de l'Union africaine. En Égypte, avec la collaboration de l'Union africaine. Et il y a plusieurs autres programmes qui font dans le géospatial en Afrique. Donc l'Afrique occupe une place assez importante, quoique encore assez limité. Ouais, alors on sait que la conquête spatiale fait partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui veut justement que l'Afrique se positionne à l'échelle mondiale. Mais 2063, on parle de 40 ans. Est-ce qu'à une échéance plus proche, on peut s'attendre à ce que le rôle de l'Afrique soit plus important que ce qui est le cas aujourd'hui? Ouais, 2063, c'est trop loin, disons ça comme ça. Mais après, ça va vite arriver. Mais déjà, avant d'arriver à 2063, on a remarqué qu'il y a des institutions, il y a des pays qui essayent de faire le pas, en fait. Oui. Dans certains pays, vous verrez, il existe des agences spatiales nationales. Le Nigeria, l'Afrique du Sud exactement, notamment. Exactement, ce qui n'est déjà pas mal. Donc, on se dit qu'avant 2063, des pays auraient explosé, en fait. Des pays auront explosé. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de pays africains qui ont déjà lancé les satellites. On dénombre environ une douzaine de pays africains qui ont lancé des satellites. Aucun n'a lancé un satellite depuis son propre territoire. C'est généralement en Asie, en Chine, au Kazakhstan notamment, que ces satellites sont lancés. Pourquoi ce retard finalement des pays africains? Pourquoi ce n'est pas possible de lancer des satellites sur place en Afrique? Ouais, sur le retard des pays africains, déjà, je ne sais pas si on va revenir sur l'histoire de l'Afrique parce que l'Afrique est en retard, je dis bien entre guillemets, parce que le retard, ça dépend de si on est allé, si on a commencé au même moment, si on a les mêmes dispositifs et tout ou pas. Mais l'Afrique ne s'est pas intéressée au même moment que l'Europe ou l'Amérique dans le domaine des sciences, sur ces questions-là. Oui. Mais je pense quand même que des efforts sont en train d'être faits, des gouvernements s'intéressent de plus en plus, des politiques sont mises en place pour que des pays puissent de plus en plus s'intéresser, déjà comprendre l'enjeu des sciences spatiales dans le développement du pays, dans le développement du continent. Et du coup, l'Afrique est en retard, c'est vrai, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'école appropriée et tout. Mais je pense qu'avec un peu de volonté politique et surtout ça, on pourra s'améliorer. Vous pensez que la volonté politique actuelle de certains dirigeants africains, elle est suffisante pour justement, on va dire quoi, porter cet idéal-là, ce projet africain? Oui, je crois que c'est un projet qui ne concerne pas en fait un pays. Un peu comme l'Agence spatiale européenne, c'est un ensemble de pays qui doivent se mettre ensemble. Je crois que c'est un projet qui doit interpeller tous les dirigeants africains, déjà de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Parce que seul, c'est un peu lourd. J'avoue que les budgets pour des programmes spatiaux, etc., sont assez colossaux. Exactement. Mais si des pays se mettent ensemble, je crois que ce sera un peu plus léger, quoi. Ça sera plus facile. Ce sera moins coûteux. Alors, on se rappelle qu'en novembre-décembre 2022, il y a ce sommet entre les États-Unis et l'Afrique, ce sommet États-Unis-Afrique qui s'est déroulé du côté de Washington. La question spatiale était au menu des discussions. On a d'ailleurs suivi le discours du président camerounais, Paul Biya, qui demandait à ce qu'il y ait un transfert de technologie principalement de l'Occident, mais pas que, même de la Chine ou encore de la Russie, cette demande de transfert technologique qui revient de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ce transfert-là ait lieu quand on connaît les enjeux qui se cachent derrière cette conquête spatiale? Je dirais oui, je dirais sans douter oui. Parce que après, on est en Afrique, on est des jeunes, on a besoin de comprendre, le métier, on a besoin d'apprendre des Occidentaux pour pouvoir l'appliquer en Afrique, mais pas que, on a aussi besoin de développer nos stratégies, on a besoin de se faire former. Déjà pour moi, la base c'est la formation et le transfert des compétences généralement passe par des formations. Donc si on prend des dispositions où on se fait former, on essaye de comprendre comment ça se passe là-bas, forcément on pourra l'intégrer dans notre contexte. Alors, petite parenthèse, avec un satellite, on le rappelle, avec un satellite, on peut surveiller un pays. Il y a parfois le Maroc qui a été dernièrement pointé du doigt pour avoir
qui auraient utilisé en tout cas un de ces satellites pour espionner des pays comme l'Espagne. Est-ce que ces puissances étrangères-là, vous pensez, parce que qui dit transfert des technologies, dit quelque part donner, accorder une certaine indépendance à ces pays africains-là. Est-ce que vous pensez que ces grandes puissances, à la fois occidentales et orientales, peuvent aussi aisément donner leur savoir, leurs compétences pour que les Africains soient dépendants? Oui, ça c'est une question très pertinente. Et déjà, je reviens en disant que l'Afrique doit avoir son indépendance technologique. Vous parlez d'indépendance, ça ne se donne pas. Vous ne pouvez pas demander l'indépendance, mais ça s'arrache. On doit trouver des stratégies, on doit mettre en place des stratégies pour pouvoir avoir notre indépendance technologique, que ce soit dans le domaine du numérique, de façon globale ou de façon spécifique dans le domaine du spatial. Mais l'Afrique doit avoir cette indépendance technologique-là. Alors, l'Afrique doit avoir son indépendance technologique. Il y a des pays africains qui l'ont compris. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui ont déjà lancé les satellites. On cite souvent en exemple le Nigeria, l'Égypte ou encore l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver, des petits qu'on ne pensait pas, comme l'Éthiopie, le Ghana, le Zimbabwe, voilà, la RDC, l'Éthiopie, qui arrive notamment. Tous ces pays-là qui investissent des milliards de francs CFA pour développer leur secteur spatial. Pourquoi le Cameroun? Ce n'est pas le cas au Cameroun. Bon, disons que c'est vrai, le Cameroun n'a pas encore mis en place un satellite. Le Cameroun n'a pas encore son satellite personnel. Mais je pense que le problème, c'est, je ne sais pas si c'est l'enjeu ou c'est, je vais revenir sur la volonté politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me dis, enfin, selon moi, les décideurs n'ont pas encore cerné en fait l'impact de cette technologie-là sur le développement. Et c'est bien une émission comme celle-ci que vous faites qui permet aux, je ne veux pas dire que les experts, mais aux personnes qui travaillent dans ce domaine-là de parler du métier et de faire la vulgarisation en quelque sorte, de montrer que voilà, à partir des données d'observation de la Terre, nous pouvons résoudre un problème concret, par exemple dans le domaine de l'agriculture avec les smart agriculture, nous pouvons faire des prévisions en ce qui concerne les catastrophes comme les problèmes d'inondation qu'on a partout, nous pouvons résoudre les problèmes dans la surveillance d'un pays, vous parliez tout à l'heure du Maroc, nous pouvons résoudre les problèmes dans pratiquement tous les domaines, que ce soit le domaine de la banque, de l'assurance, honnêtement tous les domaines d'activité au Cameroun ont besoin des données d'observation de la Terre. Et pour moi, je le dis toujours, le géospatial, en fait, c'est le métier du futur. Ouais, on ne peut pas faire sans ça. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être organiser un séminaire ou un forum pour dire à l'État, en tout cas aux gouvernants, pour leur présenter les avantages finalement de cette conquête spatiale-là? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, avec toutes ces données, on peut prévenir certaines catastrophes naturelles. On a encore eu cette inondation à Boya, c'est des choses qui pourraient être prévenues. On a finalement cette lutte terroriste du côté de l'extrême nord qui pourrait nous permettre justement avec le satellite de mieux localiser les terroristes et mieux les combattre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a parfois annoncé, l'État, on a parfois suivi la ministre des Postes et Télécommunications, parler d'une volonté politique de créer un satellite made in Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, piétine? Parce qu'il y a une petite volonté affichée, mais après, qu'est-ce qui dérange? Bon, je pense qu'il y a aussi l'enjeu, mais je crois quand même qu'il y a des initiatives qui sont mises en place. Je vais la profiter pour vous parler d'une activité que nous organisons en décembre 2023 au Cameroun. J'ai appelé ça la canne de la cartographie parce que c'est le State of the Map. C'est une conférence qui regroupe les utilisateurs et les producteurs des données cartographiques, notamment les données libres d'OpenStreetMap au Cameroun. Des activités comme ça permettent d'échanger avec les autres personnes, avec des contributeurs qui sont africains, qui sont européens, qui sont américains. Et également, je crois que ça va interpeller le gouvernement parce que je pense que si on met la pression, entre guillemets, si on fait comprendre au gouvernement, voilà, vous avez besoin de ces outils, vous avez besoin de cette technologie pour résoudre tel problème, quelque chose sera fait en fait. Alors ce sera la première édition? En fait, le State of the Map, ce n'est pas la première édition, mais c'est la première édition en Afrique. Donc, c'est comme la CAN exactement, vous voyez, oui. On a eu à l'organiser en Côte d'Ivoire, en Ouganda, et cette année, on l'organise au Cameroun. Alors, jusqu'ici, est-ce que pour ce projet-là, qui se veut, on va dire, sensibilisateur, en tout cas, qui vise à sensibiliser à la fois les Camerounais et le gouvernement quant à l'impact, en tout cas, quant à l'utilité des sciences géospatiales, est-ce que vous avez jusqu'ici un soutien quelconque? C'est-à-dire une réaction positive de la part des autorités qui vous disent « Ok, on va vous apporter notre soutien technique par rapport à cet événement ».
Bon, par rapport à cet événement, nous n'avons pas encore de soutien, mais nous Bon, on est en croyons mars, fort. on l'espère. Ouais, après, on n'est qu'en mars. Nous croyons fort que le gouvernement pourra nous soutenir dans cette initiative. Alors, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, Nigeria, qui sont de géants, qui ont assez de finances. Il y a des pays moyens, on le disait encore, comme le Kenya, le Maroc. Est-ce que des petits pays, des pays qui n'ont pas un poids important sur le plan économique, notamment, peuvent espérer, peuvent rêver de l'espace? Il y a des pays aujourd'hui qui peinent déjà à nourrir leur population. Est-ce que ces pays-là peuvent rêver de l'espace quand on connaît les moyens colossaux que nécessite ce secteur-là? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de petits pays. Et puis, l'espace appartient à tout le monde. Ouais, l'espace appartient à tout le monde. Et je me dis que ce soit les pays africains, que ce soit les pays européens, que ce soit les pays asiatiques, chacun a sa place là-bas. OK? Bon, chacun a sa place, mais là, est-ce que chacun peut peut se targuer de dire, OK, je vais prendre cette place-là qui m'est due? Quelle est la limite? Je me dis que c'est l'enjeu dont on parlait tout à l'heure. Si vous savez que vous avez une place là-bas et que vous avez, personne ne vous empêche, en plus que l'espace appartient à tout le monde, c'est comme la Terre, ça appartient à tout le monde, et vous vous dites que, OK, j'ai un enjeu, en allant là-bas, je peux gagner, si je peux gagner ça, rien ne va vous limiter. Vous allez juste mettre cela dans vos priorités et puis prendre des dispositions pour y arriver. Vous pensez vraiment, pour venir dans un cas d'espèce, qu'un pays comme la République centrafricaine peut se permettre un satellite? Je le crois fortement. Question de volonté politique. Entre autres, mais pas seulement là. Bon, après, tout ça rentre dans la volonté politique. Après, si on forme des jeunes, s'il y a des experts, c'est pas seulement la volonté politique. Après, il faut un accompagnement, il faut qu'il y ait des personnes disposées, des personnes, je vais dire, formées. Il faut qu'il y ait des personnes qui comprennent en fait la thématique, qui comprennent le sujet. Et puis, je crois que tout ça pourra aller. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs partagent le même optimisme que vous. Moi également, parce que faut voir que vous êtes très optimiste. C'est un bon point en tout cas. On espère aussi que tous les pays africains pourront bénéficier de satellites, pourquoi pas. Et vous parlez tout à l'heure de cette union, pourquoi pas se mettre ensemble pour être plus productifs, comme c'est le cas avec l'Europe. Alors, vous êtes porteuse, pardon, vous êtes une dame. On le sait aujourd'hui, le monde géospatial, de manière globale, est considéré parfois, pas parfois, est considéré comme un domaine réservé à la gente masculine. Il est encore très fermé aux femmes. Pourquoi et comment briser en fait ce fossé-là qui s'est installé? Ouais, c'est vrai, comme la plupart des métiers du STEM, genre sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, le domaine géospatial est comme ces domaines masculinisés en fait. On se dit que c'est difficile, c'est pas évident et tout. C'est vrai que c'est pas facile. On a généralement deux groupes de travail. Notre premier travail se déroule sur le terrain. Vous allez nous voir porter des appareils, aller sur le terrain, collecter les données, qu'il pleuve, qu'il neige, on doit prendre des données. Il faut ces données-là. Ouais. Et puis on revient au bureau, on doit utiliser l'ordinateur, qui est la bête noire également des filles. On doit utiliser l'ordinateur pour faire l'analyse, le traitement de ces données. Donc du coup, c'est deux sous-disciplines qui se mélangent comme ça, et que ce soit d'une part ou de l'autre part. Dès le bas âge, on s'est dit, bon, c'est difficile pour les filles d'aller sur le terrain, c'est difficile pour les filles de porter des bottes, d'aller sur la pluie, faire ci, ça. C'est difficile pour les filles de manipuler l'ordinateur parce que c'est une histoire de garçons et tout. Mais je me dis que c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que la science n'a pas de sexe en fait. La science, ça appartient à tout le monde, comme l'espace. Ça appartient à tout le monde, comme l'espace. La science n'a pas de sexe et on devrait de plus en plus encourager les filles à s'intéresser dans ces métiers-là. Parce qu'honnêtement, pour moi qui travaille dans le domaine, dans mon service par exemple, les filles font des meilleures cartes que les garçons. Donc du coup, je me dis, la cartographie elle est plus belle lorsqu'elle est faite par des filles que des garçons. Je cesse de le dire. Du coup, avec plus de filles, forcément, il y a plus de travail plus efficace et il y a plus de productivité. Il est plus doux et voilà. Une petite touche de féminité, en tout cas, dans les nouvelles technologies. Alors, vous parlez justement d'un travail qui doit être fait à la base. Vous avez créé une association, Geospatial Girls and Kids. Aujourd'hui, c'est quoi son but finalement? Je sais que ça entre dans ce volet sensibilisation-là. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? Oui, Geospatial Girls and Kids a été créé au vu de tous ces manquements-là. L'idée, en fait, c'est de briser le gap, de se dire, voilà, j'ai évolué dans un domaine où il n'y avait pas assez de filles. J'ai fait mon master dans une classe où on était 35 étudiants et nous étions 3 filles.
Seulement, sur Donc, 35. Ouais. C'est encore plus grave que ce que j'ai imaginé. Nous étions 3 filles. Et généralement, dans plusieurs réunions, je me suis retrouvée pas avec beaucoup de filles. Et Oui. c'est un peu dommage, en fait. C'est limite frustrant, mais on ne va pas continuer comme ça. Donc, Geospatial Girls and Kids, c'est une initiative qui a été mise en place, déjà, premièrement, pour promouvoir les sciences géospatiales en Afrique. Et deuxièmement, à travers les femmes et les enfants. Les femmes, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour briser ce gap, la science n'a pas de métier. Les sciences spatiales, c'est pour tout le monde, que ce soit des femmes ou des hommes. Généralement, je m'amuse à dire à un enfant, imagine quelqu'un qui est en train d'aller sur l'espace, comme là j'ai décrit, et puis tout. Et puis je dis, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, un homme. Genre, pour lui, un astronaute ne peut pas être une femme. C'est un homme, forcément. Donc, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé également de travailler avec les enfants, parce que c'est mieux de leur inculquer cette technologie dès le bas âge. Ouais. Alors, vous avez été sélectionné il y a peu pour un programme aux États-Unis notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience-là? Il n'y a pas de temps pour raconter l'expérience, mais tout ce que je peux dire, c'est à toutes les filles principalement, c'est une expérience à vivre. C'était une expérience formidable. C'était dans le cadre du programme Tech Women, qui est un programme du gouvernement américain qui sélectionne les meilleures femmes dans le monde qui travaillent dans le domaine des technologies de façon globale. Ça a été un honneur pour le Cameroun parce que vous représentiez quelque part le Cameroun, finalement. Oui, nous étions 6 filles. D'accord. Je salue également toutes les autres filles qui ont participé avec moi dans ce programme. Et l'idée, en fait, c'était de nous motiver, de booster nos imaginations, de nous faire découvrir, de nous faire voir comment les femmes travaillent dans le domaine de la tech à la Silicon Valley, qui est la ville technologique, en fait. De nous faire découvrir comment est-ce que les grandes entreprises ont commencé, où est-ce qu'ils en ont aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment la meilleure expérience à faire, en fait, pour quelqu'un qui débute sa carrière. Même pour quelqu'un qui est déjà dans une carrière, c'est une meilleure expérience. C'est une expérience, en tout cas, à faire. Et quand vous êtes rentré de là, finalement, c'était quoi votre but? C'est-à-dire, est-ce que votre zèle, si on va le dire ainsi, n'a pas pris un coup? Si, vous ne pouvez pas, vous n'êtes plus la même personne quand vous revenez. Vous n'êtes plus la même personne quand vous revenez. Vous avez une autre façon de voir les choses. Parfois, au pays, lorsque vous lancez votre business, vous vous dites, voilà, je n'ai pas assez de moyens pour le faire et tout. Mais quand vous comprenez l'histoire de Google, quand vous voyez où est-ce qu'il a commencé et où est-ce qu'il est aujourd'hui, et avec toute la motivation qu'on a eue et tout, tu comprends que voilà, je peux. Il faut juste croire à ton projet. Il faut bosser dur parce que là, même dans l'aspect, genre, on ne blague. Moi, je ne blague pas avec la compétence, en fait. Il faut toujours tenir compte de la compétence. Femmes, mais les femmes doivent être compétentes. Ouais. Donc, honnêtement, ça a beaucoup travaillé mon côté leadership, mon côté mentoring, parce que de plus en plus, j'organise des sessions de sensibilisation pour les enfants, pour les femmes. Je vais même dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, comme ça, gratuitement. Ils sont réceptifs? Oui, plusieurs écoles sont réceptives. Et ça se passe merveilleusement bien. Donc, voilà. Alors, à l'avenir, il y a ce projet qui est annoncé. Vous parliez de cette canne de la géomatique, en tout cas, qui est annoncée en décembre 2023. En dehors de ce projet-là, qui est assez important, et que nous espérons pouvoir vous accompagner, en tout cas Regard d'Afrique et Technophile principalement. Quels sont les autres projets à l'avenir? Qu'est-ce qui est prévu à votre niveau? À l'avenir, il y a pas mal de projets dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler peut-être sur ce plateau. Mais en plus, je suis chercheur pour le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Du coup, je travaille à l'Institut national de cartographie. Et à ce niveau également, on a pas mal de projets professionnels avec le gouvernement. Des projets en cours avec le gouvernement camerounais. Oui. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment Marie Marquardt d'être passée ici sur le plateau de Technophile pour nous parler finalement de votre passion. On a pu le ressentir à quel point vous êtes amoureuse de cette géospatiale-là, de ces sciences géomatiques notamment. Merci énormément d'être passée dans nos studios. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, au plaisir. On espère vous retrouver toujours sur ce même plateau et pourquoi pas dans d'autres plateaux pour parler de votre expérience de femmes intéressées par les nouvelles technologies et les sciences notamment. Merci à vous à la maison où que vous soyez de nous avoir suivis. C'est la fin de ce programme de Technophile, émission du mardi 21 mars 2023. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres figures des sciences et des nouvelles technologies notamment. D'ici à là, portez-vous bien,
Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec l'information pour ce qui est du journal télévisé de 20h. Merci encore de nous avoir suivis. Restez scotchés sur les programmes de Regard d'Afrique Télévision.